Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très 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 bien. Coucou et bienvenue à la partie qui claque. Fais comme chez toi. Moi, c'est Amélia, mais ici on m'appelle Mimo ou Amé. J'ai clairement ghosté. Écoute, je suis partie sans prévenir. Je suis très désolée. Ça fait quasiment un an, jour pour jour, si ce n'est un an, jour pour jour, que j'ai sorti le dernier épisode de podcast. Je m'explique juste très rapidement en disant que ce n'était absolument pas prévu. J'ai pas publié cet épisode. En plus, c'est sur les règles. Enfin, je pense que j'aurais fait un truc un peu plus de grandiose si c'était la fin. Mais en fait, les mois s'accumulaient et j'avais toujours pas. C'était même pas la motivation, c'était pas l'envie. Je savais que j'allais revenir sur le podcast. Pour moi, à aucun moment, j'étais en mode, ok, c'est finito pipo. Enfin, c'est faux. Il y a des moments où j'ai vraiment cru, bah, peut-être qu'en fait, j'aurais jamais ce truc-là de revenir. Mais j'ai jamais eu envie de lâcher et je pense que c'était une question de temps. Et maintenant, ça me paraît plus qu'évident que c'est le moment où j'ai vraiment envie de raconter certaines choses et d'extérioriser. Mais en tout cas, avant de rentrer dans le détail du podcast, je voulais vraiment juste te remercier les personnes qui écoutent parce que je vais rarement voir les stats du podcast en règle générale, encore moins quand j'en publie pas, mais à chaque fois que j'y allais parce qu'il fallait que je récupère des choses sur la plateforme, je voyais des centaines d'écoutes journaliers et les stats ont fait que augmenter à chaque fois et ça prouve juste que la partie claque a continué à exister quand j'étais pas là et que tu écoutais, les personnes écoutaient, enfin c'est un sentiment indescriptible et je me sentais très aimée même si je pouvais pas te parler directement, mais du coup merci beaucoup, très sincèrement, du plus profond de mon cœur. Donc voilà. Si jamais tu regardes ce podcast en vidéo, le fond a changé, juste parce que j'ai pas envie de filmer comme je filmais avant, parce que c'était pas très confortable. Donc là, j'ai dégainé mon canapé. C'est malheureusement pas un clic-clac, mais ça fera l'affaire, c'est très confortable. Mais je suis tellement contente d'être de retour et de pouvoir reparler à la caméra. Enfin, bref. Dernière chose avant de commencer l'épisode, si jamais tu as vu que la couverture du podcast a changé, je sais pas si l'intro a changé aussi potentiellement, mais c'est avec des lettres et j'en ai fait une vidéo du coup sur mon compte Instagram, mais j'ai ouvert une boîte postale, donc à la partie claque, tu peux littéralement envoyer une lettre à la partie claque, il y a un peu plus de détails à mettre sur l'enveloppe, mais tu peux, et moi j'avais envie de mettre ça en place parce que j'aime beaucoup écrire et externaliser certaines choses, écrire des lettres, des cartes postales. Et je me suis dit que c'était un moyen trop bien de mettre en place comme un système de communication entre toi et moi, plutôt que ça soit via les réseaux, etc. Et moi, j'aime trop cette idée-là. Et pourquoi pas, à la longue, faire un format où je peux, du coup, lire les lettres en podcast, faire des retours. Non pas que je suis une spécialiste, mais je sais pas, je trouve ça fun. Donc voilà, petit truc, si jamais tu vas aller voir sur le compte Instagram de la partie claque ou mon compte Instagram ou en description de ce podcast, à mon avis, il y aura toutes les informations. Mais sans plus tarder, je vais commencer du coup l'épisode d'aujourd'hui. J'ai beaucoup réfléchi sur quel épisode je voulais reprendre le podcast avec, parce qu'il y a tellement de sujets dont je voulais aborder, que j'ai découvert cette année, que j'ai écrit, parce que même si je faisais pas de podcast, j'ai écrit mais une quantité de choses que je voulais traiter, exprimer, relativiser dessus. Et je savais pas trop par où commencer, parce que je pense que pour certains sujets, il faut peut-être un peu de contexte, etc. Mais je pense que celui-ci, je sais pas encore comment j'ai appelé le podcast. Là, à l'heure actuelle, ça s'appelle Je ne suis pas celle que je pensais être. Pourra donner peut-être un peu de contexte global. Et c'est pour les futurs épisodes. Au moins, comme ça, il y aura peut-être une petite base, notamment pour des personnes qui peut-être me découvrent tout simplement via cet épisode. Mais du coup, pour contexte, l'année dernière, jour pour jour, en plus, c'est même pas prévu que ça soit jour pour jour, c'est juste qu'il fallait que j'enregistre ce podcast ce soir. Mais je suis partie d'une relation de 1 an et demi avec mon ex-copain. Si jamais tu écoutais le podcast l'année dernière, je pense que tu vois très bien de qui je parle. J'ai déjà parlé de cette relation dans d'autres épisodes de podcast. Et je suis partie de cette relation de façon où j'aurais jamais imaginé partir d'une relation comme ça. C'était moi qui ai décidé de mettre un terme à cette relation. De manière assez chelou, dans le sens où genre j'avais comme une intuition qui me disait que juste j'étais pas à ma place, que quelque chose m'attendait ailleurs et que je sais pas, c'est comme si, je sais pas, du jour au lendemain, j'étais en mode je le sens pas, je veux pas, je suis pas heureuse. En vrai, j'ai l'impression de pas être heureuse, alors que la personne en face était littéralement tout ce dont je pensais vouloir. Je sais pas si c'était bien français ce que je viens de dire, mais dans mon journal, si tu relis tout ce que j'écrivais les années précédentes avant de rencontrer du coup mon ex,
c'était lui, enfin genre il correspondait à énormément de cases, on avait beaucoup de valeurs en commun et du coup pour moi ça ne pouvait que fonctionner et c'est ce qui s'est passé pendant du coup cette belle année et demie que j'ai passée avec. Mais arrivé un moment, j'étais en mode genre c'est pas pour moi. Et du coup il y a un an, jour pour jour, je suis partie de cette relation. J'ai pris la décision de partir par respect par rapport à cette personne et par respect par rapport à moi et mes envies. Et c'était en réalité une super bonne décision. J'en ferai un épisode à part entière sur cette décision et ma réflexion que j'ai eue là-dessus. Mais là, j'ai envie de parler notamment des réflexions qui ont découlé après cette séparation parce que c'était pas une rupture dans le sens où j'avais le cœur brisé et j'essayais de comprendre pourquoi la personne est partie. Je me sentais pas abandonnée puisque, bah, logique, c'est moi qui suis partie, mais j'avais pas ce truc de vraiment cœur brisé, mais plutôt j'étais totalement perdue à me dire, mais comment ça j'ai pu passer un an et demi avec une personne en pensant que c'était la bonne personne, c'était ce que je voulais, alors que mon intuition, comme si c'était réveillé en me disant, mais c'est pas ce que tu veux, c'est pas ça, c'est pas, c'est juste ça correspond pas en réalité à ce que je voulais. Et du coup, j'étais amenée à me questionner pendant les mois qui ont suivi jusqu'à maintenant, et c'est encore en cours, mais de me dire qu'est-ce que je veux vraiment, qui suis-je vraiment, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie. Et je te parle pas du tout que de relations amoureuses. Là, c'est genre, en règle générale, qu'est-ce que je veux vraiment et qui suis-je réellement? Parce que je me suis juste rendu compte que j'avais internalisé beaucoup de choses de mon éducation, de gens qui m'entouraient, de... Je comprends qu'on est un peu une mosaïque de toutes les personnes qui nous entourent et ça, j'en suis consciente. Mais je pense qu'il y avait plein de choses que je faisais juste de répéter. À chaque fois, j'étais en mode, non mais moi, c'est comme ça, moi c'est comme ça, moi je pense ça, moi j'aime ça. Alors qu'en fait, ça faisait longtemps que je m'étais pas reposé des questions sur, en fait, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que ça correspondait juste à une version obsolète de moi-même. Ça m'a amené à me questionner pendant une longue période. Je voulais juste pas me voiler la face sur quoi que ce soit. Je voulais être 1000% honnête avec moi-même et j'avais l'impression que c'est comme si je le devais à mon ex aussi. Enfin, pas à mon ex, mais à la relation, parce que la relation était très belle et c'est une super personne et je lui souhaite tout le meilleur. Mais de me dire que je suis pas partie pour rien. Et si je suis partie, c'est qu'il faut que je comprenne qu'est-ce qui m'a emmenée à partir de cette relation pour pas que je réplique ça avec une autre personne et que même moi, face à moi-même, j'étais en mode mais je comprends pas, genre là je saisis pas totalement ce qui s'est passé. Et en fait, c'est pas que j'avais zéro idée de qui j'étais, genre je savais quelles étaient mes valeurs, je savais pas mal de choses sur moi-même, mais c'était surtout que je sais que j'avais internalisé des choses qui, je pensais, étaient mes pensées, étaient mes envies, alors qu'en réalité, c'est juste des choses qu'on m'a répétées pendant toute ma vie mais qui en fait ne me correspondait tout simplement pas à ce moment-là de ma vie. C'était pas forcément une volonté de développement personnel de me dire je vais devenir une meilleure version de moi-même, je vais m'améliorer, etc. C'était vraiment juste un truc de compréhension, quitte à ce que je découvre plein de trucs négatifs sur moi, puis quitte à ce que je me dise putain, mais en fait, t'es putain de toxique meuf sur ça, ou en fait, j'avais pas peur de découvrir des aspects mauvais de ma personne, alors que je pense que dans le développement personnel, j'ai toujours eu une démarche de vouloir devenir une meilleure version de moi-même. Et là, j'étais plus en mode, en vrai, quitte à ce que je découvre que je suis une personne odieuse et trop chiante, je m'en fous. Je veux juste comprendre dans le fond quelles sont mes envies et qui suis-je. C'était pas une volonté de me changer, mais juste tout simplement de me connaître. Et je suis pas au bout de ce processus, j'ai envie de dire, parce que c'est un truc où tu le fais toute ta vie et t'apprends à te connaître et t'es pas obligé de te focus dessus. Mais je pense que là, c'était un peu un coup de pied au cul de me dire, ok, là, t'as fait du mal à quelqu'un, en vrai, essaye de te comprendre à un minimum, genre. Et un an plus tard, j'y vois beaucoup plus clair. Très sincèrement, j'ai l'impression d'avoir enlevé comme un putain de nuage devant mes yeux, mais c'est pas fini. C'est pas fini, j'ai encore plein de choses à apprendre, mais je me suis dit que je me sens plus à même d'en parler. Et dans cet épisode, j'ai divisé en deux parties. La première partie étant comment j'ai fait, et la deuxième partie étant qu'est-ce que j'ai réellement découvert sur moi, sur mes pensées, etc. La première chose que j'ai faite, et je pense que c'est de là à découler toutes les autres choses que j'ai mis en place, mais c'est bien évidemment me questionner. Mais c'était pas me questionner genre j'ai envie de quoi, où est-ce que je me vois. Ça a commencé par des choses débiles. C'était littéralement je sais pas, je me maquillais et je faisais mon maquillage d'une certaine façon. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je le fais comme ça? Pourquoi est-ce que je m'habille comme ça? Et c'était plein de petites choses où juste me questionnais sur pourquoi en fait je le faisais. Et des réponses pouvaient être hyper simples en mode genre, bah je trouve que ça met en valeur mes yeux. Ou je me rendais compte que, je sais pas, je mets mon anti-cerne comme ma mère met son anti-cerne. Truc débile, je me maquille avec mes doigts, genre j'utilise pas forcément des pinceaux.
Et juste, je suis en mode, ah, je le fais parce que ma mère le fait comme ça. Ou, je sais pas, un truc débile, genre je vais reposer mon dentifrice comme mon ex reposait son dentifrice. Et c'était juste pour essayer de comprendre les cheminements de pourquoi je faisais certaines choses. Et en vrai, à la longue, ça peut être fatigant de le faire comme ça, c'est relou, t'as pas envie tout le temps de te poser des questions sur pourquoi. Et il y a un an, du coup, après ma séparation, je voulais grave aller voir une psychologue. J'étais jamais allée voir une psychologue avant ça. Depuis, j'en ai vu 2 de psychologues. J'en vois une en ce moment même. Mais il y avait aucune psychologue de disponible. J'étais chez mes parents à la campagne. Il y avait pas de psychologue. C'était en plein mois. Enfin, on allait passer en août, donc il y avait rien. Mais ma grand-mère m'a dit: «Ah, mais moi, je connais une dame qui fait de la médecine chinoise. Elle fait de l'acupuncture.» J'étais en mode, bah écoute, en vrai de vrai, je sais pas si t'as déjà traversé une rupture amoureuse de cette sorte, mais j'étais en mode, sincèrement, je suis prête à tout. Là, j'ai juste besoin que quelqu'un m'enlève ce fait de ruminer, mais un mal de crâne à force de réfléchir, de me sentir coupable, de plein de choses. En vrai de vrai, de plein de choses. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec cette dame et on a fait une séance d'acupuncture très drôle. J'en ai pas refait depuis, je dis pas que j'en referai pas, mais c'était bien au moment donné, on va dire. Et elle m'a donné un tips qui m'a énormément aidée par rapport à ça parce qu'en fait, lorsqu'elle m'a allongée sur sa table, elle m'a mis une aiguille à un endroit. Enfin, c'est le concept de l'acupuncture, mais elle m'en a mis plein. Et à un endroit, ça m'a fait trop mal. Et j'étais en mode, ah là, ça fait mal. Et elle m'a dit, normal, c'est l'endroit de la rumination. Genre le fait de overthink. J'étais en mode, ok, t'es pas bête, toi. Après, je lui racontais toute ma vie avant. Donc, il y a moyen que, vas-y. Je sais pas, en fait, je sais pas si j'y crois 100% à ça. Mais bref, ça m'a fait du bien. Et donc, tant mieux. Et après la séance, elle m'a dit, bah écoute, je vois que ton problème principal qui te cause autant de stress, d'anxiété, de culpabilité, enfin en vrai de mal, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Elle m'a dit, c'est le fait d'autant réfléchir. Et c'est bien parce que tu as une forme de remise en question, mais c'est aussi, ça te bouffe, genre ça nique tes journées. Et c'était clairement le cas. Genre là, j'arrivais pas à profiter d'être vraiment dans l'instant présent. Et du coup, elle m'a dit, en vrai, j'ai pas envie que tu arrêtes de réfléchir, mais ce que je te conseille de faire, c'est tu réfléchis pendant genre 10 minutes le matin. Genre tu overthink tout ce que tu as envie d'overthink et après tu continues avec ta journée. Et tu prends des notes de choses dont tu as envie de te questionner, mais tu pas le droit de le faire pendant la journée. Du coup, j'étais en mode, super bonne idée. Par contre, 10 minutes, ça va pas me suffire. Donc, je crois qu'au début, je faisais genre 1 heure. Et après, des fois, je faisais 30 minutes. J'avais de la chance, j'étais clairement en vacances à ce moment-là. Donc, je pouvais pas me permettre de faire ça quand tu vas au taf. Mais justement, vu que j'étais en vacances, mon cerveau avait tellement le temps de penser que il fallait que je cloisonne un peu mes pensées parce que sinon je pensais qu'à ça et que ça puait la merde et ça allait niquer mon été, sachant que mon anniversaire arrivait genre une semaine après et j'allais avoir tous mes meilleurs potes chez moi et je pouvais pas me permettre d'être dans une mauvaise humeur sachant que tout le monde avait fait le trajet pour venir me voir quoi. Et c'est aussi la deuxième partie de son conseil qui était du coup dans un premier temps de réfléchir le matin et après la journée un peu faire comme si de rien n'était et de sortir et de faire des choses. Conseil débile. En vrai, dans le fond, tout le monde le dit, notamment à la fin d'une rupture, qu'il faut te changer les idées. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment pris à cœur de... Il faut que j'apprenne un peu plus sur moi, il faut que je me mette dans des situations que j'ai jamais vécues pour voir si ça me plaît, si ça me plaît pas, faire des choses que j'ai pas fait depuis longtemps. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une quantité de choses que je n'avais jamais fait avant. J'ai fait des choses for the plot, vraiment, mais que j'aurais jamais fait avant. Et je sais pas si ça se voit dans ce podcast ou je sais pas, en règle générale, même sur les réseaux sociaux, mais je suis quelqu'un de assez sérieuse en vrai et je suis assez rationnelle et même si je sais m'amuser et je peux lâcher prise et tout, je fais toujours ça un peu dans un minimum de côté raisonnable et je pense que là j'étais un peu plus en mode tu sais quoi Amélia, genre il faut que tu lâches, il faut que tu pètes un coup, il faut que tu vives, il faut que tu expériences, il faut que tu apprennes et c'est de là qu'est devenu un peu mon mot d'ordre, de me dire que d'avoir de l'autoréflexion, de réfléchir sur soi, d'essayer de comprendre qui on est, mais sans avoir de l'expérimentation, pour moi, c'était de l'autodestruction. Le fait de juste réfléchir sur soi, mais sans sortir, sans vivre, sans voir du monde, sans me forcer à vraiment sortir de ma zone de confort, ça ne menait à rien. C'était nul, j'étais en train de m'autodétruire, à réfléchir, à ruminer dans ma tête et sans avoir des nouvelles expériences. Et je me disais que chaque nouvelle expérience m'apportait forcément quelque chose, que ça soit positif ou négatif, et j'apprenais beaucoup. Et j'ai fait des choses
dont j'aurais jamais fait avant. Genre au point où du coup j'ai certaines amies qui se disent mais gros t'es en train de péter ton crâne et c'était pas en mode rupture, je pète mon câble parce que je sais pas où me foutre et tout, c'était vraiment en mode genre j'ai juste envie de comprendre ce que j'aime pas. Euh, Mais ça va de la petite interaction sociale à des choses un peu plus débiles. Par exemple, je sais pas trop gérer les interactions sociales en règle générale, même si je suis pas timide. Genre, le fait d'avoir un peu de small talk avec quelqu'un, c'est des choses que j'évitais parce que je ne le gérais pas bien. Et en plus de ça, ça me branlait un peu. Enfin, je m'en fous. Ça me branlait. J'ai un pote qui dit tout le temps ça. J'ai en train de reprendre ses mimiques. C'est horrible. Mais je m'en foutais d'un peu du small talk. Je trouvais ça inutile. Et j'ai commencé à le faire. Sauf que je suis nulle. Je suis naze. Par exemple, j'ai voulu essayer d'entreprendre un small talk avec une personne dans un ascenseur au taf. J'ai bégayé, j'ai pas réussi à sortir les mots de ma bouche et je suis restée coincée dans l'ascenseur avec cette personne le temps de descendre. Et je crois que la personne a dû croire que j'étais en train de faire un AVC parce que c'était ridicule. Et ça, c'est genre un petit truc où je me suis dit, vas-y, sors ta zone de confort et c'était ridicule. Ou perdre ma boucle d'oreille dans une voiture, dans un pays étranger, d'un mec qui est venu me le rendre en France, par exemple. Genre ça, c'est un autre truc que j'ai fait un peu pour the plot. Bref, plein de choses comme ça. Et j'ai aussi fait un nombre de dates, mais merdiques, mais horribles. Mais c'était pas par volonté de faire des dates nuls, mais c'était aussi pour me dire, genre, je sais pas ce que je veux, par exemple, d'un point de vue de relation amoureuse, je sais pas ce que je veux niveau personne. J'étais convaincue de vouloir une certain type de personne. Apparemment pas du tout. Et je faisais pas des dates pour rencontrer vraiment quelqu'un. Mais je suis partie du principe que dating, c'est récolter de la data. Plus t'as de data, plus tu te connais, plus tu connais le milieu, plus tu comprends certaines choses. Et déjà que pour moi, le dating avant, c'était quelque chose que j'avais vraiment désacralisé. Enfin, genre en mode, ça me stressait pas. Alors là, maintenant, aller à un date, c'est vraiment... je m'en fous. Et du coup, j'ai fait des dates qui étaient assez nazes. J'en ai fait certains qui étaient sympas. J'en ai pas fait beaucoup en vrai. Je dis ça, j'en ai fait moins de 5 quoi. Mais ça m'a permis aussi d'être confrontée à des personnes en me disant, ok, genre, toi, j'aime bien ça, toi, j'aime pas ça. Aucun, j'ai aimé la personne en l'intégralité ou quoi, mais juste, ça me permet un peu d'être confrontée à différents types de personnes et c'est juste de la data. Genre, plus ça avance, plus je suis en mode, ah, je sais que des personnes comme ça existent. Ah, j'ai envie d'avoir des intérêts communs avec cette personne. J'ai envie d'avoir ça, j'ai envie d'avoir ci. Et juste, ça me permet d'un peu plus me connaître. Et un truc que j'ai un peu appris en faisant ça, c'est que pour moi, chaque chose que je faisais était une réflexion, une réflexion de qui j'étais. Pour moi, si je faisais ça, ça faisait de moi quelqu'un qui avait des coups d'un soir. Si je fais ça, ça fait de moi quelqu'un qui enchaîne les dates. Enfin, en fait, j'avais l'impression que dès que je faisais un truc, ça faisait de moi une type de personne, ça me collait une étiquette. Alors qu'en réalité, je ne suis pas mes actions. Si je fais des trucs une fois, deux fois, bah juste j'ai testé. Genre ça ne fait pas de moi une certaine type de personne ou ça fait pas de moi quelqu'un que je suis pas forcément. Juste j'essaye. Et ça m'a permis un peu de m'enlever cette pression de toujours faire des choses bien et correctement. Et je sais pas, quand je suis partie de la relation, j'étais en mode, mais je suis une mauvaise personne. J'ai fait du mal à cette personne, je suis une mauvaise personne. Alors que non, je ne suis pas mes actions. Il faut prendre responsabilité pour mes actions, je le sais. Mais genre, c'est pas parce que j'ai fait du mal à une personne que ça fait de moi une mauvaise personne. Mon action, c'est que j'ai fait du mal à cette personne. Mais je ne suis pas une mauvaise personne dans le fond parce que c'est juste une action qui est arrivée une seule fois. Mais c'est pas ce qui arrive tous les jours et tous les 4 matins. Et dans cette démarche de faire des choses for the plot, de sortir, de me forcer à sortir de ma zone de confort, à sortir beaucoup plus de chez moi, parce qu'en plus de ça, je suis quand même quelqu'un de très casanière. Je pense que je suis introvertie, mais je suis l'inverse de timide. Par exemple, je suis une introvertie très sociable. Du coup, j'aime bien être chez moi, j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin de vivre toute seule et tout. Mais du coup, je peux très vite rester dans mon confort. Et là, je me suis forcée à sortir, à voir du monde. Et ça a un peu désacralisé ce truc de pour apprendre à mieux se connaître, c'est pas que moi avec mon journal que je vais réussir à le faire. J'ai besoin d'aller vivre, d'avoir des expériences pour ensuite les traiter, les comprendre et prendre le temps de réfléchir dessus. Et c'est fun. Genre vraiment, cette année, je me suis énormément amusée. Même si j'ai fait des choses où je suis en mode ok, j'aurais jamais fait ça avant et j'ai plus du tout envie de faire ça.
Mais je pense que chaque semaine, j'ai fait des trucs où je suis en mode, j'avais jamais fait ça avant. Je n'avais jamais essayé ça, j'ai jamais parlé avec une personne comme ça. Et du coup, j'ai rempli mes journaux d'expériences et de retours. Et c'est ça qui m'a réellement permis d'un peu plus me connaître. J'ai aussi implémenté une nouvelle règle que quand je faisais ça, parce que, comme je disais, ça allait de la petite chose à la plus grande chose. Et la petite chose, c'était que pour moi, j'étais quelqu'un où j'étais convaincue de très bien me connaître. Quand Taylor Swift a dit How can somebody know everything at 18 but nothing at 22? Vrai. Comment est-ce que quelqu'un peut connaître tout à 18 ans mais pas à 22 ans? Là, je vais avoir 24 ans dans 2 semaines. Là, l'année de mes 23 ans, j'avais l'impression de très très peu me connaître et connaître sur le monde et connaître sur les gens. Enfin, c'était horrible. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça, je pouvais être aussi confiante dans ce que je pensais vouloir et ce que je pensais aimer et ensuite tout remettre en question. Et du coup, j'ai mis une règle en place en me disant que si je n'ai pas essayé quelque chose depuis les 5 dernières années, je peux pas dire que j'aime ou que j'aime pas. Et ça va de la bouffe, par exemple. Pour moi, je suis pas méga chiante en bouffe, mais genre, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et du coup, j'ai mis en place un truc où si je l'ai pas goûté dans les 5 dernières années, j'ai regoûté. Et j'ai découvert que j'aimais bien les betteraves, par exemple, alors que c'est un truc où j'étais convaincue que je n'aimais pas. Et je sais pas, peut-être que je me dis, ça peut être gamin ce que je suis en train de dire, mais pour accompagner toute cette démarche de do it for the plot, de sortir, de voir du monde, d'écrire dans un journal. Avant cette séparation l'année dernière, j'ai toujours eu des journaux, j'ai toujours écrit dans des journaux, mais là, je l'ai faite de façon, mais qui est lunaire. J'ai mis là mon journal sur le petit tabouret en face de moi. J'ai acheté ce journal-là et je l'ai commencé, je vais voir ça tout de suite, le 29 juillet 2025 et j'ai actuellement fini mon deuxième, exactement le même. Donc en 2 ans, en 1 an, j'ai rempli 2 journaux et j'écrivais quasi quotidiennement, au moins une fois par semaine. Au début, c'était vraiment quotidiennement, même plusieurs fois par jour. Et ça me permettait de relativiser sur ce qui s'est passé. Et j'étais extrêmement honnête parce que je pense qu'avant, quand j'écrivais dans mon journal, j'étais une grosse mytho. J'écrivais ce que je voulais penser et non pas ce que je ressentais réellement. Et là, j'ai décidé de le faire de façon extrêmement honnête, chose que j'ai faite. Et je pense vraiment que c'est la meilleure chose que j'ai faite depuis 1 an. C'est la meilleure habitude que j'ai prise. C'est même pas genre aller au sport ou manger sainement. Pour moi, j'ai besoin d'écrire et ça me permet de rendre les choses réelles. Et dans cette démarche d'écrire de façon honnête, par exemple, ce que je fais, mes potes vont prendre peur là, dans ce que je vais dire, mais après avoir vu une personne, je vais écrire comment je me sens après avoir vu cette personne. Et si jamais je vois qu'il y a un truc de répétitif, parce qu'imagine, il y a une fois où je peux me dire, je me sens mal, là, je me sens pas bien et tout, après avoir vu cette personne, où je me sens drainée, il y a plein de facteurs extérieurs qui peuvent rentrer en jeu. Mais du coup, je me suis rendu compte que des fois, j'avais des schémas où juste en mode, je me sens drainée. Et en fait, à chaque fois que je vois cette personne, je me sens en réalité drainée. Comme l'autre soir, j'écrivais, genre que j'avais vu mon amie qui est ma voisine, enfin qui sera bientôt plus ma voisine parce qu'elle déménage, mais j'étais en mode, mais c'est génial. Genre à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que le champ des possibles s'ouvre. Et du coup, ça me permettait d'être reconnaissante, mais aussi de relativiser sur certaines choses. Et le fait d'écrire me permet de rendre les choses réelles, de valider mes émotions et de savoir que je ne me juge pas. Et je pense qu'avant, j'étais très jugeante envers moi-même et envers ce que je ressentais. Et maintenant, j'étais vraiment en mode, je pense ça. Si ça fait de moi une mauvaise amie, si ça fait de moi une mauvaise personne, c'est entre moi et moi-même. Ce que j'en fais après, ça c'est différent. Mais ce qui est entre moi et moi-même, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Et je pense que le plus important dans cette démarche d'écrire dans mon journal, c'est que je ne me cherchais pas d'excuses. Je cherchais pas des excuses aux gens non plus. J'écrivais ce que je ressentais sans pour autant raisonner tout de suite. C'était vraiment en mode de but en blanc. En fait, comment je journal, c'est j'écris la date, le lieu et l'heure exacte à laquelle je suis en train d'écrire dans mon journal, puisque, comme je disais, ça m'arrive d'écrire plusieurs fois par jour. Et je suis pas là en mode, aujourd'hui, j'ai fait ça avec un tel. Genre vraiment, c'est de but en blanc, cette personne me fait ressentir ça. Point, clair et net. Ou je me suis sentie comme ça face à ça, ou j'ai envie de ça.
Et il y avait zéro jugement et je cherchais pas à raisonner, alors qu'avant, je cherchais vraiment à raisonner dans mon journal, je pense. Et ça me fait écho au podcast que j'ai écouté du podcast Émotion. Je sais pas si tu connais, mais il y a un épisode qui est sorti sur à quel point faut-il se confier. Et ça parlait du fait de certaines personnes qui n'aiment pas se confier à d'autres personnes, qui n'aiment pas dire des choses à d'autres personnes. Moi, je suis dans le spectre opposé puisque je suis littéralement en train de le mettre sur Internet. Mais je pense que il y a des choses sur lesquelles j'arrivais pas à me confier l'année dernière, mais le fait de l'écrire rendait tellement les choses réelles que ensuite, une fois l'avoir écrit, une fois avoir respecté mes émotions et de pas m'être jugée et de pas les avoir altérées en parlant à une autre personne, parce que je trouve que même si j'arrive à être honnête maintenant avec moi-même, c'est dur d'être honnête avec d'autres personnes parce que du coup, il y a une forme de... J'ai envie qu'on me voit d'une certaine façon, j'ai envie si je le sens dans les 3 premières minutes, quand je parle à quelqu'un, je vois si la personne va me comprendre ou pas. Et si je vois qu'elle me comprend pas, j'ai l'impression que je vais modifier ce que je suis en train de dire. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'est vrai. Alors que là, j'écrivais la réalité et après, je décidais si je me confiais ou non. Mais le simple fait de l'écrire rendait les choses réelles, de me dire, ok, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et la dernière chose que j'ai fait dans cette démarche d'essayer d'un peu plus mieux me comprendre, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je suis allée voir une psychologue. J'en ai vu deux. Là, actuellement, j'en vois une en visio et j'en ai vu une pendant 6 mois à fréquence de 2 fois par mois. Donc, en fait, en gros, tous les 2 semaines, je l'ai vue en présentiel. Et ça m'a fait un énorme bien. J'en ferai, pareil, un épisode complet, là, c'est certain. Je continue ma thérapie que j'ai actuellement avec celle que je vois pour peut-être un peu plus en parler, parce que je trouve ça intéressant aussi de changer de psychologue. Mais comme beaucoup de personnes, moi, je viens d'une famille où personne n'est allé voir une psychologue, si ce n'est genre certains enfants en cas de divorce, quoi. Enfin, pour moi, c'était pas du tout un truc auquel on m'encourageait à aller. Et encore une fois, le simple fait de dire des choses à haute voix, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de venir avec des sujets que j'avais envie d'aborder, envie de travailler, et que je voyais que la psy m'emmenait dans un autre sens, et moi j'essayais de contrôler la discussion parce que c'est ce que je fais de tous les jours de ma vie. À chaque conversation que j'ai, c'était intéressant d'avoir une personne en face qui essayait de me faire dévier pour aller sur des chemins que j'avais pas forcément explorés moi-même. Et j'ai appris quelque chose, et je sais même pas si ma psy me l'a dit explicitement ou si c'est juste quelque chose que j'en ai tiré après les 6 mois de thérapie, mais c'est que moi, j'y suis allée dans une démarche de je comprends pas ces émotions, j'ai besoin de les rationaliser, j'ai besoin de comprendre d'où elles viennent, pourquoi je ressens ça, comment ne pas ressentir ça, parce que c'est pas agréable si je suis là à t'en parler, à te payer 50 balles la séance, genre vraiment, je n'ai pas envie d'être là, de ressentir ces choses-là, et j'avais besoin de les rationaliser. Et c'est là où je me trompais. C'est que des émotions ne peuvent pas être rationalisées. Il y a des choses que tu peux pas ramener à la raison des fois. En étant une personne très logique, très rationnelle, qui essaye de comprendre le pourquoi du comment, j'ai surtout appris à lâcher prise et être moins jugeante envers mes émotions en me disant que, encore une fois, si je ressens de la tristesse, ça me fait pas de moi quelqu'un de triste. C'est juste une émotion, il faut que je la laisse passer, comme je peux laisser passer de la joie également. Et ça me permet parfaitement de transitionner vers la deuxième partie de ce podcast, qui est un peu plus court, parce que là, j'ai jacté. Je crois que j'ai jamais fait un podcast aussi long. Mais qu'est-ce que j'ai appris en faisant ces démarches-là? Parce que le but, c'est que j'en tire un peu des conclusions aussi. Mais que, du coup, c'est un peu ce que je disais avant, mais c'est que je suis nuance, ça te dit pas, c'est en anglais ça. J'ai de la nuance, je suis un être humain. Je suis complexe, je peux pas rentrer dans une seule case. Pourtant, j'adore les cases, j'adore les étiquettes. C'est vraiment un truc genre à part entière. J'adore les étiquettes, j'adore me foutre dans des cases. Et vu que les étiquettes, ça m'a jamais vraiment dérangée, pour moi, c'est tellement simple de me foutre dans une catégorie parce que je sais pas, je pense qu'il y a un sentiment d'appartenance, d'identification. Dès que j'aime un truc, j'en fais littéralement toute ma personnalité. Si j'aime une nouvelle couleur, tout le monde va le savoir. Si j'aime un nouveau hobby, tout le monde va le savoir. Enfin, j'arrive vraiment à m'imprégner des choses que j'aime et je pense que c'est parce que je suis quelqu'un de très passionné. Du coup, si j'aime quelque chose, j'en parle beaucoup, je m'intéresse à d'autres personnes qui aiment les mêmes choses. Enfin, bref. Moi, j'aime beaucoup le fait d'avoir des étiquettes, c'est pas un truc qui me dérange. Et au contraire, si on me met dans des étiquettes qui me conviennent pas,
Et j'aime bien parce que, je sais pas, dans ma tête, ça me lance comme un défi de sortir de cette étiquette-là, de sortir cette case-là. Du coup, ça me dérange pas. Sauf que du coup, je me colle beaucoup d'étiquettes. Par exemple, lorsque je décide que je me vois d'une certaine façon, je me fous dans une catégorie. Sauf que, en étant un être humain normal, il y a de la nuance. Je suis un être compliqué, je peux avoir deux pensées qui ne font pas sens ensemble, mais qui coexistent à l'intérieur de moi. Et des fois, ça correspond pas avec les étiquettes que je me colle. Et du coup, ça m'a beaucoup bloquée dans le fait d'apprendre à me connaître, parce que du coup, j'étais tellement fixée sur ces étiquettes-là que j'étais en mode, mais non, mais c'est pas possible, parce que moi, je suis quelqu'un de comme ça. Par exemple, je prône beaucoup le fait que je suis une personne très indépendante. Je suis indépendante financièrement, je suis indépendante, où j'habite, je suis indépendante dans mon travail. Enfin, franchement, à l'heure actuelle, mon mode de vie ne dépend que de moi. Bien évidemment, j'ai pas été indépendante pour arriver jusqu'à là où j'en suis aujourd'hui, mais à l'heure actuelle, je suis 100% indépendante. Même du coup dans mes relations amoureuses, puisque je suis célibataire. Enfin, franchement, me repose sur très peu de gens pour certaines choses. Je dis pas que je vis en reclusivité toute seule, mais je suis seule. Fondamentalement, je suis seule. Et j'aime bien ce chapeau d'être indépendante, j'en suis fière parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et je suis contente d'en être arrivée là dans ma vie. Et du coup, je suis aussi très contente d'être aussi détachée un peu... je suis pas détachée, c'est faux. Mais d'être célibataire et d'être contente dans mon célibat, etc. Mais je rêve d'un amour romantique. Genre, I crave love à un point où je suis en mode, genre, je le veux, j'ai une vision de ce que ça peut être, je le veux, j'en rêve, j'y pense. C'est pas un truc dont j'y pense jamais. Mais du coup, dans ma tête, j'étais en mode, mais attends, mais avoir cette pensée-là ne correspond pas du tout avec l'étiquette que je montre, dont je suis fière, j'allais pas dire que je crie sur tous les toits, mais genre, je le montre de façon quotidienne, que je suis indépendante. Et du coup, pour moi, les deux ne pouvaient pas coexister. Je montrais que d'une partie et je refoulais un peu l'autre, alors que maintenant, j'assume pleinement les deux. Et ça va pour plein d'autres choses. Surtout, en plus, après là, ça rentre dans un truc féministe où j'avais l'impression que, en tant que femme, je pouvais pas être les deux, il fallait choisir son camp. Et ça revient encore en plus à l'article qui est sorti sur Is it embarrassing to have a boyfriend? Et je pense que c'est ça qui m'a aussi fait énormément réfléchir à ce sujet. Mais encore une fois, ça doit être trop chiant quand je dis ça, mais ça va être toute une autre réflexion sur un podcast. Mais j'ai beaucoup évolué sur ce sujet-là. Et comment j'ai raisonné, j'étais en mode, mais je comprends pas comment je peux avoir des émotions aussi contradictoires. Par exemple, mon ex pouvait me manquer, mais je savais que je devais pas y retourner. Et du coup, j'étais en mode, comment est-ce que je peux avoir un peu ce yo-yo entre deux choses constamment? Et c'était relou. Et c'est là que j'ai compris que deux vérités pouvaient exister à la fois. Et là, mon cerveau, en tant que personne rationnelle qui adore les étiquettes, j'étais en mode, mais je comprends pas. Comment ça, on peut être quelqu'un d'indépendant qui veut de l'amour? Comment ça, on peut avoir quelqu'un qui nous manque, mais pas avoir envie d'y retourner? J'étais en mode, genre, j'ai aucune envie de retourner dans cette relation, pourtant ça me manque. J'étais en mode, genre, comment ça marche, ça? Je comprends pas. Et du coup, j'ai fait mes recherches scientifiques. Je mettrai le lien de la description d'une vidéo YouTube que j'ai regardée. Et il y a une loi qui s'appelle la loi de la non-contradiction. Ce qui explique que moi, j'ai appliqué des raisonnements rationnels à mes émotions. Ce qui marche pas. C'est comme si tu appliques les règles du handball au football. Ça fonctionne pas. Les deux raisonnements sont vrais, mais... Enfin, les deux règles sont vraies et fonctionnent sur leur propre jeu, mais tu peux pas les interchanger. Un raisonnement rationnel sur des choses rationnelles et des faits, ça fonctionne. Mais sur des émotions, ça ne fonctionne pas. Et tu peux pas appliquer un raisonnement émotionnel sur des faits rationnels. Et moi, j'avais juste tendance à prendre tout de façon très rationnelle et appliquer ces émotions-là. Et du coup, ça m'a conduit à être un peu pas très empathique envers d'autres personnes, là, des fois, parce que j'étais en mode, mais... tu sais que tu dois pas y retourner, pourquoi tu y retournes ou enfin, j'arrivais pas à comprendre parce que j'appliquais tellement un raisonnement rationnel avec moi-même que du coup, j'avais un raisonnement rationnel avec d'autres personnes qui n'étaient pas du tout constructifs pour leur bien-être et ni pour mon bien-être par la même occasion. Donc, j'ai appris que les émotions ne suivent pas des lois de logique, à mon grand désarroi, parce que du coup, les règles émotionnelles qui sont de laisser vivre tes émotions, de les accepter, etc., que ma psy m'a appliquées, me conviennent pas trop. Ça me fait chier, parce que du coup, tu peux pas les contrôler. Vraiment, tu peux contrôler ce que t'en fais.
mais boring. En vrai, de vrai, boring. Ça me saoule un peu. Je l'accepte, j'ai pas le choix. Mais en vrai, je suis contente d'avoir appris ça à 23 ans et pas 32 ans, genre. Une autre chose que j'ai appris et que j'ai découvert, c'est que, enfin, pas que j'ai appris, que j'ai découvert, mais que ça m'a conduit à être très honnête envers moi-même. Je trouve que j'étais déjà honnête envers moi-même avant, mais mon honnêteté reposait sur des croyances que j'avais qui étaient un peu biaisées ou fausses de par mon éducation ou quoi. Et en brisant un peu ces croyances, ça m'a permis d'être encore plus honnête avec moi-même. Et lié à cette honnêteté était beaucoup plus de confiance en moi et de respect. Par exemple, je trouve qu'avoir confiance en soi, c'est extrêmement important, mais c'est encore plus important de savoir se respecter. Et je pense que certaines fois, j'avais confiance en moi, mais mon respect pour moi-même n'était pas forcément là parce que j'étais très jugeante envers moi-même. Par exemple, si ça allait bien, si j'allais bien, j'étais très confiante, j'étais très présente pour moi, je prenais soin de moi. Mais dès que les choses allaient mal, j'avais tendance à vraiment me lâcher comme une merde. Genre vraiment, si je faisais un truc de mal, je m'abandonnais et je me respectais même plus à ces moments-là. J'étais très médisante envers moi-même. Et en apprenant à me connaître, ça m'a permis d'accepter de voir le beau comme le mauvais et de me dire je serai quand même là pour moi. Genre vraiment je serai quand même là pour moi même si je découvre que je suis une mauvaise personne, même si je fais des erreurs et c'est exactement ça sur lequel je voulais rebondir, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Genre avant je suis une perfectionniste, j'aime pas faire des erreurs, j'aime bien contrôler, j'aime bien faire les choses bien et si je suis pas assez préparée, je fais pas les choses et du coup, ça m'a conduit à pas faire beaucoup de choses les années précédentes. Et là, je me suis autorisée à faire des erreurs, à faire des choses où j'étais en mode je vais me tromper, je vais pas faire les choses correctement, je pourrais certainement mieux faire les choses. Et en m'autorisant à faire des erreurs, ça m'a permis d'être moins exigeante avec moi-même, d'être moins méprisante avec moi-même et de fonder une énorme base d'honnêteté avec moi-même parce que je savais que si j'étais honnête avec moi-même, ça allait que m'aider. Et en étant honnête avec moi-même, j'ai créé une sorte d'auto-respect qui est énorme parce que je sais très bien si demain je fais une erreur énorme qui peut me coûter peut-être des relations, qui peut me coûter certaines situations, je serai quand même là pour moi. Et même si je serai honnête et j'assumerai les erreurs, et je serai peut-être pas fière de moi, mais je serai quand même là pour moi. Alors qu'avant, je me détestais autant que je pouvais détester une autre personne qui pouvait me faire du mal. Alors que ça fonctionne pas comme ça parce que je suis coincée avec moi-même pour le reste de ma vie fondamentalement. Mais ce que j'ai appris, si je prends au-delà d'expériences personnelles et de développement, on va dire, personnel, il y a des vraies choses que je pensais vouloir dans ma vie où je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas. Et je voulais un peu les énumérer parce que je trouve que c'est des choses assez génériques. Et en vrai, je t'invite à un peu te questionner dessus si ce n'est pas déjà fait. J'ai l'impression que je suis un peu en retard là-dessus. Je t'avoue, genre, je suis un peu en mode genre, comment ça, c'est seulement à 23 ans que je me pose ces questions-là. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre que je me questionne que dessus maintenant, mais mieux vaut tard que jamais. Le premier étant le mariage. Classique shit. Moi, j'ai toujours dit que je voulais potentiellement me marier. Ça n'a jamais été quelque chose dont je rêvais plus qu'autre chose, comparé à certaines amies, par exemple. J'ai toujours su ça, mais j'ai toujours dit que c'était quelque chose que je voulais. Genre, même quand on me posait la question, oui, oui, je répondais que oui. Je pense pas. Genre, vraiment, je pense pas que je veux me marier, du moins pas en l'état du mariage actuel et pas comme je le vois. Pour moi, le mariage n'est pas une preuve d'amour plus qu'autre chose. Si je me marie parce qu'il y a des avantages légaux à le faire dans la société, parce que actuellement, la société t'encourage à être plus en couple que vivre dans des communautés, par exemple, avec des amis, je le ferai. Enfin, il y a des choses que je sais que je ferai pour des avantages fiscaux, parce que vivre en concubinage, c'est mieux. Enfin, bref, il y a plein de choses pour ça que je le ferai. Mais pour moi, c'est pas une consécration. Genre, pour moi, le mariage d'amour, je sais pas, j'ai vu tellement de gens mariés où c'est pas... Pour moi, le mariage, c'est pas tout. Et je pense qu'avant, je le voyais un peu plus comme ça. En parlant de mariage, enfant, pareil, ça, c'est un gros point. Ça, c'est un énorme point où vraiment ça me fait un peu peur. Si on enlève tous les aspects du monde dans lequel on évolue, ce qui est énorme comme aspect dans ma réflexion, il y a aussi un aspect personnel. Imaginons qu'on est dans un monde, dans le meilleur des mondes, et que accueillir un enfant ne serait pas
vais pas dire un risque, mais presque, bah je suis quand même pas sûre de vouloir en avoir. Et c'est trop bizarre de le dire à voix haute parce que j'en ai pas trop parlé avec des gens, mais j'ai toujours dit que je voulais des enfants et c'est quelque chose que je répète beaucoup et je dis quand j'aurai des enfants, quand j'aurai ça, quand j'aurai ci. Mais plus je grandis, plus je réalise la responsabilité d'être mère à l'heure actuelle et je suis en mode, je pense que je suis trop égoïste et je pense que j'ai beaucoup d'autres ambitions qui ne rentrent pas en priorité avec la timeline d'avoir un enfant, tout simplement. Après, je suis consciente que j'ai pas rencontré une personne où je me dis, toi, j'ai envie de passer ma vie avec toi, j'ai envie de me marier, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci. Et du coup, j'arrive pas à me projeter au point de me dire, ok, genre vraiment, j'aimerais vivre cette expérience-là. Je n'exclus pas du tout le fait d'avoir des enfants, etc. Mais avant, c'est vrai que au-delà du climat et des situations géopolitiques, pour moi, c'est un truc que je disais que je voulais. Et maintenant, je suis un peu en mode, je sais pas si... Je pense que je ferai une bonne mère. Je pense que vraiment, j'ai beaucoup d'amour à donner et j'aimerais être responsable de l'enfance d'une personne parce que je pense que je pourrais offrir quelque chose de très beau. Mais je sais pas si je serais heureuse. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais c'est un questionnement que j'ai seulement réalisé là, cette année. Dans la même chose, le fait de vivre avec quelqu'un. Je suis pas sûre. Je sais pas. En mode, pourquoi est-ce qu'on peut pas juste être en couple et ne jamais emménager avec la personne? Encore une fois, peut-être qu'un jour, je vais rencontrer une personne, je vais tomber folle, amoureuse, et je vais me dire, ah là, je vais trop vivre avec toi tous les jours. Mais même des gens que j'aime d'amour infini, j'ai pas envie de les voir tous les jours. Surtout dans l'économie actuelle, il me faudrait un endroit où je suis sûre de pas croiser la personne toutes les heures de la journée. Je sais pas. Et le dernier petit point où je me suis rendu compte que c'était un bullshit énorme que je répétais. Euh, je sais pas si t'as grandi à la campagne, mais si jamais c'est le cas, je pense que tu sais ce que je vais expliquer, c'est que quand tu grandis à la campagne et que tu emménages en ville, ce qui est un schéma assez classique puisqu'il n'y a pas de université ou d'école supérieure dans les campagnes, tu pars faire tes études. Et moi, j'ai toujours répété que je reviendrai à la campagne une fois que j'aurai des enfants. On rentre un peu en contradiction avec ce que j'ai dit avant. Qu'en mode, la ville, c'est sympa, mais c'est vrai que je pense que tu as envie de retourner à la campagne. Et j'ai toujours répété ça, de façon très simpliste, en mode, c'est vrai que je pense qu'un jour, je voudrais y retourner, m'installer, etc. Pas du tout. Pas du tout. Plus j'avance, plus je suis en mode, j'ai vraiment pas envie de vivre à la campagne. Je suis très heureuse en ville, je suis très stimulée en ville. Euh, En plus de ça, vu qu'il y a la réflexion des enfants. Mais imaginons que plus tard, je décide d'avoir des enfants. Même ça, je pense que je serais vraiment pas heureuse à la campagne. Et en vrai, même si je remets tout en réflexion, j'avais envie de vivre en ville, même quand j'étais à la campagne. Mais j'ai quand même décidé de répéter ça pendant, du coup, je suis partie de la campagne à 18 ans. Ça fait 6 ans que je répète le même bullshit de non, mais moi je vais revenir m'installer. Pas du tout. Genre vraiment, je ne compte pas du tout me réinstaller à la campagne. Encore une fois, tout ce que j'ai dit, mes avis peuvent forcément changer. Mais au moins, je sais que les avis que j'ai à l'heure actuelle sont vraiment fondés sur mes envies et non pas lors de l'éducation primaire ou secondaire que j'ai pu recevoir pendant mon enfance ou adolescence. Et aussi, du coup, ça m'a permis un peu de m'éloigner du coup des croyances que mes parents m'ont inculquées parce que pour eux, c'est leur croyance, donc c'est la meilleure chose à donner à leurs enfants, ce que je respecte énormément et ils m'ont donné des super valeurs. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où en fait en grandissant, je suis en mode bah non, juste je pense pas ça. Et en fait, j'ai jamais été une ado rebelle. J'ai toujours été une ado très facile, j'étais beaucoup en accord avec eux. Et c'est seulement cette dernière année où j'ai eu un peu des frictions. Juste parce qu'en fait, je crois que j'ai commencé un peu à comprendre certaines choses et à me forger mes propres opinions. Et je suis très chanceuse parce que j'ai des parents qui sont quand même à l'écoute et ouverts d'esprit sur certaines choses. Donc, je me sens à même d'évoluer là-dessus. Mais c'est vrai que je n'étais jamais rentrée en friction avec eux. Et c'est pas parce que on partageait les mêmes avis, c'est juste que moi j'avais leur avis, j'avais juste pas fondé le mien. Et encore une fois, je me sens grave en retard là-dessus parce que j'ai l'impression que plein de gens pètent un câble genre à 17 ans parce qu'ils se rebellent et ils se forgent une propre caractère, alors que moi j'ai juste été la continuité de ce qu'ils m'ont donné parce que j'estime qu'il y a plein de choses qui sont bien, mais c'est vrai qu'il y a des choses où ça peut être mieux, ça peut changer, les temps évoluent et moi aussi j'évolue. Et du coup, je me rends juste compte que je suis vraiment en train de devenir ma propre personne et c'est un peu compliqué parce que du coup je me rends compte qu'il y a des personnes autour de moi qui sont aussi en train de devenir leur personne et on n'est juste pas d'accord sur pas mal de choses et des choses petites comme des choses un peu plus grosses et
c'est mon dernier point de ce que j'ai appris, c'est que les gens ne sont pas à jour. Ça m'arrive des fois d'avoir des conversations avec des amis extrêmement proches et qui projettent une version de moi qui est plus du tout là. Et c'est pas grave et j'en veux pas. Genre vraiment, des fois j'étais un peu offensée, mais je me rends compte que juste moi non plus, je dois certainement pas être à jour sur les personnes qu'ils sont. Et c'est très important de check-in et de faire le point. Et c'est hyper intéressant parce que je sais pas, ils grandissent aussi et ça me rend un peu triste parce que du coup, je suis un peu en mode genre, je pense que personne ne me connaîtra autant que moi-même je me connais et je trouve ça très isolant de le réfléchir comme ça. Mais c'est aussi à moi de l'exprimer et de montrer que j'évolue sur certaines choses. Et je sais pas, j'ai un exemple de. Pourtant, c'est ridicule parce que j'ai un podcast, donc mes potes savent que je suis quelqu'un d'assez émotionnel et introspective. Mais ça peut m'arriver de dire quelque chose d'assez... du coup, avec la rupture, par exemple, de parler de envie d'amour, d'avoir envie d'avoir quelqu'un, des choses comme ça. Parce que on a tous des jours où on voudrait être en couple. Genre, c'est peut-être pas le lundi matin à 10h du tam, mais genre, des fois, le dimanche après, moi, genre, j'ai vraiment envie d'avoir un mec, genre. Et je vais le dire, et des fois, mes amis vont être en mode, toi, tu veux un mec? Et j'ai en mode, mais c'est pas parce que je suis indépendante et que je veux certaines choses que je veux pas de l'amour non plus. Je crois que fondamentalement, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour avoir de l'amour. Donc je trouve que l'amour romantique, c'est un peu enfin, le plus gros de ça. Donc pourquoi est-ce que je le voudrais pas? Mais c'est juste que c'est vrai que je montre que certaines images de moi et je me rends compte que j'évolue sur certaines choses, mais juste les gens sont pas à jour. Et c'est la vie. En vrai, c'est pas grave. Mais, euh, mais voilà. J'essaye de faire un effort conscient d'être à jour sur mes amis également. Waouh, j'ai énormément parlé. Ce podcast dure actuellement plus d'1 heure. J'espère que je vais réussir à le réduire. Mais j'arrive à la conclusion. Le podcast n'est pas totalement terminé parce qu'en temps normal, je donne une recommandation. Enfin, pas une recommandation, je donne un conseil à Mini Amélia à la fin de l'épisode de podcast, à Mini Mimo. Mais j'ai décidé que Mini Mimo, au final, en savait beaucoup plus que moi, je pense, et c'est elle qui aurait plutôt des conseils à me donner. Du coup, j'ai décidé de changer ça et de faire quelque chose très à mon image et de faire une recommandation artistique selon l'épisode de podcast, une œuvre qui pour moi résonne avec ce que j'ai dit et si jamais ça a résonné avec toi, peut-être que cette œuvre pourra aussi t'aider, je sais pas. Donc je vais le dire juste après ma conclusion, mais pour moi ma conclusion et ma réflexion par rapport à cet épisode, pour reparler de comment je l'ai introduite, c'est que je suis partie d'une relation amoureuse. Et la réflexion, et en vrai je trouve que c'est assez spécial que je fasse ce podcast littéralement 1 an pile poil que j'ai quitté cette personne. Mais c'est que je pense qu'au fond, je sais qui je suis, je pense que mon âme sait qui je suis, je pense que je le sais et juste je suis en découverte consciente et je pense que je suis juste arrivée à un point où genre mon inconscient et je sais pas dire mon âme, je trouve que c'est pas très moi de dire ça, mais juste je savais, dans le fond je le savais, mon instinct le savait et juste je pouvais plus me voiler la face par rapport à ça et je suis partie parce que je suis quelqu'un, genre j'ai des envies juste et je dois juste prendre le temps de les découvrir et de m'accorder cette patience et le temps de me découvrir et je le savais au fond de moi et je pense que je sais beaucoup plus de choses que je le pense et j'aimerais conclure, je suis en train de le rajouter maintenant, je ne l'ai pas écrit dans mes notes, mais lorsque j'allais quitter mon ex, c'était genre la veille ou l'avant-veille, j'en ai parlé à ma mère et je réfléchissais et j'avais peur et machin, etc. Et elle m'a dit, je pense que tu te compliques la vie. Faut savoir que mes parents sont pas du tout des êtres émotionnels. Genre vraiment mon côté rationnel, je le tiens de mes parents, c'est les êtres les moins émotionnels de cette planète. Mais elle me dit, je pense que tu te prends trop la tête. Je suis en mode genre, tu comprends pas, nanani nanana. Elle me dit, mais tu m'as littéralement dit que dans le fond, tu sens que c'est pas la bonne personne et qu'il y a d'autres choses. Bah t'as ta réponse, genre fais-le, pourquoi t'essayes de re-questionner le truc. Et du coup, depuis, ça m'a appris à beaucoup plus suivre mon instinct, écouter ma daronne aussi par la même occasion, parce que t'avais raison, je te l'accorde. Et voilà. Et 1 an plus tard, ce fut une super décision que de partir de cette relation. Il y a des choses où peut-être j'aurais dû faire autrement, enfin bref. Je suis loin d'être parfaite. Alors vraiment, si j'ai bien appris un truc, c'est que je suis loin d'être parfaite, à mon plus grand désarroi de perfectionniste, mais c'est un fait, et je suis humaine, et c'est pas grave. Et ma recommandation artistique, en parlant de quelqu'un qui est profondément humain, c'est Julie, en 12 chapitres de Joachim Trier.
J'ai découvert ce film à la projection du Paradiso du Louvre cet été. J'avais déjà vu Valeurs sentimentales de Joachim Trier, qui est un réalisateur norvégien. Et j'avais beaucoup aimé, mais ça ne m'avait pas non plus énormément parlé. Et là, j'ai vu du coup Julie dans 12 chapitres. C'est l'histoire d'une femme dans sa début trentaine, mais je trouve que c'est très relatif à la vingtaine, qui est perdue fondamentalement dans sa vie. Moi, personnellement, j'aime pas trop savoir sur les films, donc j'ai pas envie de teaser totalement le truc. Mais je l'ai vu il y a peut-être un mois. Et c'était exactement pour moi comment je l'ai ressenti vis-à-vis de tout ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui fait des erreurs, qui est loin d'être parfaite, qui est humaine, qui revient sur ses décisions. Et j'ai adoré. Et pour moi, ça m'a apporté énormément de raisonnement. Et si je peux être encore plus intime dans mon truc, c'est que l'année dernière, je suis allée au Paradisio du Louvre avec mon ex. Et on avait vu un autre film, c'était genre... Je sais plus, on s'en branle. Ah, c'était de l'agent, c'était un film brésilien. Et là, cette année, j'y suis allée et je suis allée voir du coup Julie en 12 chapitres. Et c'était la conclusion parfaite à ce chapitre, notamment à cette relation. Mais bon, cette relation, le chapitre est fermé depuis bien longtemps. Mais de cette période de « Ok, c'est fini ». C'est une vraie consécration, j'ai envie de te dire. Donc voilà, c'est mon signe d'arrêter parce que mon appareil photo surchauffe. Et il est actuellement 1h du matin et je vais aller manger la fin de mon Uber Eats que j'ai commandé à 4h du matin. Un peu trop bourrée en rentrant de soirée. J'ai passé une super soirée hier. Je suis très contente d'avoir de la voix parce que je pensais plus avoir de voix tellement que j'ai hurlé. Mais je sais pas, je sais même pas comment conclure cet épisode de podcast. Je suis tellement contente de l'avoir fait. J'ai adoré. Ça m'a tellement manqué que de faire des épisodes. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé, mais c'est mon anniversaire, je crois, genre hier ou demain, quand ces épisodes sortent. Mon anniversaire, c'est le 3 août. Du coup, c'est mon cadeau à toi de mon anniversaire. Ça veut rien dire, c'est tellement long ce que je viens de dire. Mais merci encore infiniment d'avoir continué à écouter l'épisode de podcast. Et la partie là, quand j'étais pas là, plein de belles choses arrivent. Enfin, en fait, moi, je reviens, tout simplement. C'est qui pour dire ça? Anyway, je suis tellement fatiguée. Lots of love. Thank you very much. Et on se dit à dans 2 semaines. Bisous!